Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire du programme achat circulaire et solidaire. Je m'appelle Annabelle Clairet, je suis chargée de mission économie circulaire et solidaire à la métropole du Grand Paris. Et nous allons donc débuter ce webinaire sur les fournitures de bureaux et sur la partie clauses, critères, outils et enjeux autour de cette famille d'achats. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Hugo. Merci Annabelle. Bonjour à toutes et à tous. Hugo Konzelman, je suis responsable des affaires publiques et juridiques à l'Institut national de l'économie circulaire et c'est moi qui vais vous présenter cette session de webinaire méthodologie sur le thème la famille d'achat fourniture de bureau. On a bientôt terminé d'étudier toutes les grandes familles d'achats de l'achat public. Donc je voulais déjà vous remercier pour votre fidélité et puis pour les nouveaux arrivants, je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de la séance. Donc on va essayer dans un premier temps de regarder les grands enjeux et les grandes actualités réglementaires autour des fournitures de bureaux. Puis ensuite, on présentera quelques clauses, des outils, des guides, des ressources pour vous aider à structurer votre marché, pour que vous ayez aussi les bonnes pratiques en tête. Et puis enfin, je vous présenterai la fameuse grille méthodologique qui viendra vous aider à structurer et à construire votre marché de fournitures circulaires et vertueuses sur le plan à la fois circulaire et social. Donc sans plus attendre, débutons par les grands enjeux circulaires autour de la fourniture des fournitures de bureau. Alors déjà, il convient de définir ce qu'on entend, nous, par fourniture de bureau. Il s'agit donc du matériel de bureau, donc du petit équipement nécessaire à une personne travaillant dans un bureau. Et donc ça comprend les ustensiles qui vont lui permettre de prendre des notes, de classer des documents, d'envoyer du courrier, etc. On peut également inclure dans le matériel de bureau certaines machines relevant du matériel informatique. La délimitation qu'on va faire aujourd'hui, elle est un peu plus restrictive que ce qu'on entend par fourniture de bureau, tout simplement parce que le matériel informatique a déjà été traité dans une précédente session et le mobilier de bureau l'a également été. Donc je vous invite à aller les revoir, ces précédentes sessions, si vous avez des questions sur le sujet. Nous, on va se concentrer donc sur le papier, les fournitures d'écriture, hein, donc globalement, voilà, les stylos, les fournitures d'impression, donc les cartouches d'encre et les cartouches de tonnerre, les fournitures de classement, de rangement et les accessoires de bureau. Alors, quels sont les grands flux de déchets concernés par les fournitures de bureau? On en a 3 grands. C'est le carton qui va toucher principalement donc à la fois l'emballage, mais aussi les classeurs et toutes les fournitures de rangement. Le plastique qui lui concerne l'emballage, mais aussi des plastiques plus complexes comme pour les stylos. Et puis, bien évidemment, le grand flux de déchets, en termes de masse, c'est, le déchet papier qui sert notamment, à, imprimer. Quels vont être les principaux leviers d'action pour, travailler sur, un marché plus circulaire et pour essayer de réduire notre impact sur la ressource et notre impact sur l'environnement à travers notre marché sur les fournitures? On va essayer de regarder, sur la conception, du produit. On va essayer de travailler sur la logistique, autour des fournitures. On va essayer de travailler sur la consommation et bien évidemment sur le traitement des déchets. J'y reviendrai plus tard dans la grille méthodologique. Quelques chiffres clés autour des fournitures en France. Le secteur de la papeterie représente près de 3,5 milliards d'euros du chiffre d'affaires. Alors c'est un chiffre qui date de 2020. La France est le sixième pays producteur de papier au monde avec 416 millions de tonnes produites par an. On a 8,8 millions de tonnes de papier par an qui sont consommées en France. Mais la filière des fournitures de manière générale a été fortement touchée par les crises du Covid et les crises énergétiques et bien évidemment par le développement du télétravail.
La ressource, la fourniture pardon, a un impact, assez important sur la ressource. Selon, l'ADEME, les employés français produisent, chaque année environ 2,4 millions de tonnes de déchets, dont 900 000 tonnes de déchets papier, donc qui est le déchet, principal. Les, entreprises et les particuliers utilisent, 81 millions de cartouches d'impression, par an, dont les 2 tiers sont, collectés, séparément, ce qui est déjà, une bonne chose. C'est pas encore suffisant, mais c'est déjà pas mal et seulement la moitié est réutilisée et recyclée et là, il y a un vrai travail à faire. On peut déjà se satisfaire qu'une moitié soit réutilisée et recyclée, mais, là-dessus, on sait que les solutions existent et qu'il y a un vrai travail à faire. Pour vous donner une idée, un employé du secteur tertiaire, qui est le secteur majoritaire en France, produit entre 120 et 140 kilos de déchets par an sur son lieu de travail, ce qui n'est pas négligeable. Heu, on identifie 2 grands freins au déploiement, de, la fourniture, circulaire. On est, sur un marché qui, se base sur une multitude, de références. Le marché, des fournitures, base son modèle économique, sur la multiplication, des références, que ce soit pour les stylos, ou pour, les classeurs, pour les cahiers et cetera. Ce qui va pas faciliter, un acte d'achat qui va être purement utilitaire et raisonné comme ce devrait être le cas dans un monde, idéal et parfaitement, circulaire et donc il y a un travail à faire, là-dessus. Ça vient aussi à s'ajouter au fait que le marché est, également tourné vers, le tout jetable. Tout simplement parce que, les professionnels du secteur basent, leurs ventes et leurs profits sur un modèle de production qui doit être massif, heu et ce modèle de production, il se base sur des produits principalement, jetables. Donc, le passage, à une économie, circulaire va nécessiter, l'acquisition d'une culture nouvelle chez, les producteurs, mais aussi, chez, les consommateurs. Il y a, des grands enjeux autour, de ces fournitures. J'en ai, listé, 3 grands. Le 1er, ça va être de réduire, la consommation de papier. Comme je vous l'ai dit, c'est le principal produit, producteur, de déchets dans le secteur des fournitures et il représente à peu près, les 2 tiers des déchets du, secteur tertiaire. C'est dans, donc ce domaine qu'on va pouvoir réduire l'essentiel, des déchets. Hem, il y a aussi un autre enjeu qui va être de favoriser l'usage durable, des produits et parallèlement donc le, réemploi. Les fournitures, de bureau sont rarement utilisées à leur pleine, capacité, que ce soit les stylos, que ce soit les classeurs, les chemises ou, tous, ces consommables présents sur notre bureau, dans notre vie quotidienne. Ils pourraient être utilisés de manière, plus, durable et être réemployés systématiquement. Donc là, il y a un vrai enjeu de sensibilisation du consommateur, au travail. Et puis, le troisième grand enjeu, ça va être celui d'utiliser du matériel éco-conçu. On sait que, il y a un marché très développé, hein, sur, l'éco-conception de ces produits-là, que ce soit pour les stylos recyclés, que ce soit pour le papier recyclé. Les produits, éco-conçus sont, relativement nombreux dans le secteur. Simplement, leur utilisation doit devenir, tout à fait, la norme, si l'on veut arriver à massifier, nos efforts vers, un marché de fournitures, beaucoup plus circulaire. Voilà un petit peu pour les grands enjeux. Je vais, traiter, maintenant de l'actualité réglementaire autour, de, ces, fournitures, notamment à travers la loi AGEC et la responsabilité élargie, du producteur qui, y sont, afférentes. Vous le savez, vous la connaissez, la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, est venue, poser des, obligations importantes, pour, les acheteurs, publics, notamment, en matière,
d'achat durable et circulaire sur les fournitures de bureaux. Donc, comme vous le voyez sur ces petits tableaux qui sont issus du décret de l'article 58, décret, je précise, qui risque d'être quand même largement réécrit. Et donc ce tableau qui se base sur les codes CPV notamment est amené sans doute à disparaître. Mais le principe restera le même pour les fournitures de bureau, donc c'est important quand même de le préciser. On a donc un article 58 qui prévoit que les acheteurs publics devront inclure un minimum de 20% de produits issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage dans leurs achats. Et on voit par exemple que pour la papeterie, on a un minimum qui est de 40%. Pour le papier d'impression, on a un minimum aussi qui est de 40%. C'est un peu moins le cas pour les cartouches de tonnerre qui ont un minimum de 20%, mais sur ces 20%, il y aura 20% de réemploi également. Et sur les fournitures de bureau, on a aussi une obligation qui est un petit peu moindre. Donc, si ce décret n'est pas encore tout à fait opposable aux acheteurs publics, il convient de commencer à prendre un petit peu le pas là-dessus pour ne pas se retrouver dans quelques années à devoir payer des amendes qui peuvent être importantes. Euh, pour vous donner également une idée de la responsabilité élargie du producteur dans le secteur des fournitures, on a plusieurs filières de traitement du déchet dans le secteur des fournitures. La première des REP et la plus importante, c'est la REP papier. Elle va bientôt être fusionnée avec la REP emballage, puisqu'il y a une proposition de loi qui a été déposée en première lecture à l'Assemblée nationale et qui vise à fusionner les REP emballage et les REP papier. Ça vient acter le fait que la REP papier était en difficulté économique, notamment parce qu'elle prend en compte dans son domaine les publications de presse et que la presse pouvait difficilement se permettre de payer des éco-contributions importantes. Donc, le législateur est venu fusionner ces deux REP pour leur permettre de trouver un équilibre économique, sachant que dans les faits, ces deux REP étaient déjà gérés par le même éco-organisme que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Citeo. On a également les cartouches d'encre qui sont inclus dans la REP D3E, la REP déchets d'équipements électroniques. Et enfin, les instruments d'écriture aujourd'hui ne sont soumis à aucune REP, mais on a BIC et TerraCycle qui ont développé un programme permettant la collecte des gisements. Ce programme qui s'appelle Ubiquity a des difficultés à répondre à la demande qui est assez forte sur le traitement de ces déchets-là, ce qui vraiment indique qu'on a une demande importante et donc un certain nombre de déchets à traiter sur ce qu'on appelle les instruments d'écriture, donc majoritairement les stylos. On a aussi beaucoup de labels qui vont vous permettre d'identifier les bons acteurs. Vous les connaissez sans doute déjà, je vous fais un petit rappel sur les labels certifiants en matière de papier déjà. Donc vous avez le label Ange Bleu qui garantit le respect de l'environnement tout au long du cycle de vie du papier et qui interdit ou limite les substances dangereuses notamment, qui limite les émissions de composés organiques volatiles aussi. Vous avez l'écolabel européen qui lui garantit au moins 70% de fibres de bois utilisées pour la fabrication du papier. Vous avez l'écolabel nordique qui lui garantit 30% de fibres de bois issues de forêts gérées durablement pour les fibres vierges et au moins 75% pour les fibres recyclées. Et puis enfin, vous avez les papiers labellisés FSC
qui sont produits à 100% à partir de fibres de bois provenant de forêts gérées durablement, et le label NF Environnement qui garantit qu'au moins 70% des fibres de bois proviennent de forêts gérées durablement. Donc voilà, vous avez quand même une multitude de labels qui vont vous permettre de vous y référer lors de la passation d'un marché, mais j'y reviendrai. Et puis, vous avez d'autres labels qui, là, vont peut-être vous permettre de vous retrouver dans la multitude d'acteurs autour des fournitures. Vous avez le label Signe Blanc qui prend en compte l'impact environnemental d'un produit durant la totalité de son cycle de vie, donc de l'extraction des matières premières à l'élimination, et qui garantit une qualité équivalente aux produits non certifiés, donc un label assez maximaliste. Vous avez TCO, hein, qui signale des produits qui correspondent aux normes de qualité les plus strictes concernant la consommation d'énergie, mais aussi l'ergonomie et les émissions de champs électromagnétiques. Donc un label un peu spécifique. Et puis vous avez le label IPIT qui s'appelle également Outils d'évaluation environnementale des produits électroniques, et là qui renseigne les consommateurs sur les impacts environnementaux causés par le produit tout au long de son cycle de vie. Je vous ai mis également le petit pictogramme de l'UGAP qui vient signaler si les produits sont conformes à des normes environnementales, les produits que vous allez acheter, et s'ils ont obtenu une certification délivrée par un organisme certificateur reconnu. Donc voilà, ce petit pictogramme au sein de l'UGAP que vous connaissez bien va vous être relativement pratique. On va peut-être passer maintenant, après cette partie réglementaire, à la partie clauses. On vous a rédigé quelques clauses pour vous indiquer un peu comment verdir, comment rendre plus circulaire votre marché. Je vais vous en présenter 3. Elles seront à retrouver dans quelques temps sur laclauseverte.fr, qui est un super outil pour aller rechercher des clauses sur tout un tas de domaines qui ont été déjà traités par d'autres acheteurs publics. Donc la première clause concerne le papier. Elle est relativement classique et elle est déjà assez présente, mais je vous la mets quand même parce que bon, elle doit devenir la norme bien sûr dans tous les marchés pour faire correspondre une offre abondante, hein, comme je vous l'indiquais déjà en début de présentation, et une pratique qui est vertueuse. Donc l'intitulé de cette clause, ça va être le papier proposé devra disposer d'une labellisation PEFC, FSC, ou écolabel européen, et devra intégrer 100% de matières recyclées. Ça vient correspondre aussi à l'obligation réglementaire que je vous ai énoncé juste avant sur l'article 58 de la loi AGEC. Autre clause là sur les cartouches de tonnerre et d'encre qui va vous permettre d'aller vers un marché qui sera voilà, plus économique, hein, parfois, et plus vertueux, et qui peut se coupler également à un service de collecte et de remplacement de vos cartouches de tonnerre et de cartouches d'encre. Quel est l'intitulé de cette clause? Le titulaire devra inclure la fourniture de cartouches de tonnerre issues du réemploi ou de la réutilisation pour un minimum de 20% du montant hors taxe de la prestation liée aux cartouches de tonnerre. Là encore, ça vient faire écho à l'obligation de l'article 58 de la loi AGEC sur les cartouches de tonnerre et les cartouches d'encre. Et enfin, vous avez une clause fourniture d'écriture qui, elle, va proposer plusieurs options aux prestataires pour, là aussi, rentrer dans les clous de l'article 58 de la loi AGEC. Quelle est cette clause? Là encore, les fournitures d'écriture seront
éco-conçus et intégreront des matières recyclées, carton, plastique, ou seront rechargeables. Un minimum donc de 20 encore une fois, de la prestation devra inclure des matières recyclées. Voilà un petit peu pour ces clauses. Je vais également vous rappeler quelques bonnes pratiques, quelques conseils pratiques pour rendre votre marché plus vertueux. Je le rappelle à chaque fois, hein, donc cette première partie-là doit vous être habituelle, mais il est bien important d'allotir son marché pour le rendre plus circulaire. Parfois, la réalité économique, la maturité de la filière divergent et l'allotissement peut être donc une solution efficace pour, rendre votre marché plus circulaire tout en garantissant une certaine sécurité dans votre approvisionnement. Donc on va chercher à multiplier, à différencier la taille et le nombre et la désignation des lots. Et puis on va essayer d'être flexible, hein, sur la désignation des références de produits pour faciliter là la rencontre de l'offre et de la demande, encore une fois, pour s'adapter aussi aux réalités économiques du marché. On va essayer de rendre la désignation plus souple. Donc on désignera les fournitures de manière plus générale, en se basant sur des critères larges et sans nécessairement rechercher l'uniformité des produits. Et puis, spécifiquement là au marché des fournitures, on va essayer de réduire le nombre de références. Comme je vous le disais, c'est un marché qui contient une profusion d'offres de références, et cela peut être vraiment une source de gaspillage. Donc la réduction de ce nombre de références va permettre à l'utilisateur final, hein, le consommateur au bureau, de revoir ses besoins. Et on pourra éventuellement compenser cette baisse par une hausse des références labellisées. Et enfin, on va essayer aussi de diminuer l'impact de la prestation globale. Les marchés de fourniture étant relativement réguliers, on va essayer de concentrer les livraisons et d'augmenter les volumes à chaque occasion pour réduire, hein, le nombre de livraisons. Et on essaiera, même si c'est pas toujours évident, de prévoir un espace de stockage un peu plus conséquent. Voilà sur les bonnes pratiques. Je vais vous présenter quelques ressources pour que vous puissiez approfondir le sujet. On a Zero Waste. Alors je précise aussi que la présentation sera disponible, hein, bien évidemment, et qu'on vous l'enverra, et que également le replay sera disponible. On a donc Zero Waste qui a fait un guide assez intéressant sur 12 grandes actions pour le zéro déchet au bureau. On a l'Obsar qui, avec Ecofolio, a fait un guide pratique de l'acheteur responsable. Et enfin, vous avez Armor qui est spécialisé dans les solutions de réemploi pour les cartouches de tonnerre et des cartouches d'encre, qui a fait un guide sur l'achat public responsable, qui date de 2022, donc qui est assez récent et qui prend en compte toutes les obligations, notamment liées à la loi AGEC. Donc ce guide sur les enjeux et les bonnes pratiques vous sera assez utile sur la partie cartouche d'encre et de tonnerre. On va passer, si vous le voulez bien, à la grille méthodologique. Je vais faire un petit rappel pour ceux qui nous rejoignent. La grille méthodologique, c'est une grille qui se base sur les 4 grands domaines sur lesquels vont agir l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire. Donc ces 4 grands domaines, c'est quoi? C'est l'offre des acteurs économiques, la demande et le comportement des consommateurs, la gestion des déchets et l'achat solidaire.
On va se baser sur ces 4 grands domaines et on va les segmenter en fonction des grands piliers de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire. Et dans chacun de ces sous-segments, on va aller essayer de trouver la solution la plus circulaire, la plus vertueuse pour agir sur tout le spectre du marché et faire de notre marché de commande publique un vrai levier circulaire. Donc si vous le voulez bien, je vais faire une petite manœuvre pour vous présenter cette grille. J'espère que tout le monde la voit bien. Je vais faire un petit zoom pour que tout le monde ait bien la visibilité sur cette grille-là. Vous voyez qu'elle se dispose ainsi sur un tableau Excel. Donc on va avoir en bas, enfin on va voir à gauche, pardon, donc les grands piliers de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire. Et puis on va segmenter ces grands piliers les segmenter ces piliers et ces segments d'achat à travers des sous-thématiques qui vont nous permettre, là encore, de trouver les solutions vertueuses à chaque étape de notre marché. Donc, si on commence par l'offre des acteurs économiques, sur la première des sous-thématiques, qui est celle de l'extraction des matières premières, je mets toujours ce premier point avant de commencer l'examen de cette grille. Bien évidemment, avant chaque achat, on va vérifier que le produit recherché n'est pas déjà en stock. On va se demander si l'équipement ou la prestation est nécessaire et s'il n'existe pas une alternative, bien sûr, plus vertueuse. Sur la question de l'extraction des matières premières, si l'achat de produits neufs est nécessaire, il va falloir pratiquer un sourcing approfondi pour savoir si le fournisseur est en capacité de tracer ses produits. Pour ça, on va aussi essayer de passer par des produits labellisés afin de garantir un niveau d'exigence pour les produits. Donc, on vous l'a dit, mais on vous le répète, par exemple FSC pour les crayons de papier ou pour les ramettes de papier, FSC, PEFC et les autres labels que je vous ai déjà présentés. Là, vous avez vu que j'ai mis en gras la question des fournitures recyclables et l'intégration des matières recyclées, parce que c'est là-dessus que votre marché de fourniture va pouvoir être le plus impactant pour l'environnement. Si le neuf, comme je le disais, est indispensable, on va donc essayer de privilégier le produit le plus recyclé, le plus recyclable, le plus éco-conçu et le plus facilement démontable. Par exemple, on va essayer de choisir des stylos fabriqués à partir de plastique recyclé. On va bien évidemment essayer de choisir du papier à 100% recyclé, également pour les enveloppes, les blocs-notes, etc., qui existent sous forme recyclée. La garantie du taux minimum de fibres de cellulose recyclées sur les produits est identifiable par la présence du label français Apure. Sur la question des fournitures du réemploi, là aussi, je vous l'ai mis en gras parce que c'est là aussi quelque chose qui va être très important dans votre marché. Donc, dans la mesure du possible, bien évidemment, on va essayer de passer l'essentiel de ces fournitures en version rechargeable. Alors, je sais qu'on n'a pas forcément plus cette habitude-là, mais ça peut être quelque chose qui fait la différence. Donc, on va essayer de se tourner, pourquoi pas, vers des stylos rechargeables, tels que le stylo plume ou le porte-mine. Les cartouches de stylo encre peuvent être rechargées jusqu'à 7 fois si elles sont bien collectées. Et puis, vous avez, comme je vous l'ai déjà dit, des solutions matures sur le marché du réemploi des cartouches d'imprimantes, que ce soit Armor ou Lexmark et d'autres que je n'ai pas mis ici. Vous avez également, et là c'est encore en gras, c'est une partie encore importante,
Sur les matériaux biosourcés, vous allez pouvoir avoir un vrai impact sur l'environnement en incluant des clauses privilégiant les matériaux biosourcés, donc les encres végétales sur le bois, le papier, le carton, issus des forêts gérées durablement. Donc, par exemple, on va essayer de privilégier des chemises en carton à celles en plastique. Ça, c'est quelque chose qui peut être relativement facile à faire. On va essayer de privilégier les crayons de papier en bois, au critérium en plastique et pourquoi pas privilégier pour le papier un papier non blanchi au chlore et au grammage inférieur. Et je vous ai précisé 80 grammes parce que cette référence existe. Sur la réversibilité des usages et la modularité, là c'est un petit peu moins important, mais on va quand même essayer de réfléchir à la deuxième vie des équipements qu'ils vont acheter dès la passation. Ça, c'est un réflexe qu'on doit avoir sur tous les marchés qu'on passe. À quoi pourront-ils servir en fin de vie? Et encore une fois, on va essayer d'inclure des clauses privilégiant le matériel réemployable. Sur la question de la réparabilité, je le passe très vite parce que finalement, sur les fournitures qui sont beaucoup des consommables, ça va pas forcément être très pertinent. Sur la question du processus de production, donc des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau dans le processus de production, de la consommation en espace naturel agricole, de la consommation énergétique aussi pendant le processus de production. Là, sur la question sur le marché spécifique des fournitures, on va encore une fois essayer de s'appuyer sur les labels qui, eux, garantissent un minimum de prise en compte de ces externalités-là. Et ce sera normalement déjà largement suffisant. Sur la question de la livraison, encore une fois, que ce soit sur la durée du transport ou le moyen de transport et le conditionnement, on va privilégier bien évidemment les matériaux provenant de solutions à proximité et quand on fait du réemploi et de la réutilisation, l'important, c'est que ce soit fait en boucle courte et bien évidemment, on va essayer de privilégier un papier qui est fabriqué en France ou à proximité immédiate. Ensuite, sur le conditionnement, au-delà de privilégier bien sûr des moyens de transport moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais ça c'est pour tous les marchés, on va insister sur la réduction des emballages superflus pour les transports de produits peu fragiles comme le stylo, les gommes, etc. Souvent, on a du suremballage et qui sont parfois un argument de vente, qui sont parfois juste pas du tout nécessaires. Et ça, là-dessus, on va pouvoir aussi avoir un vrai impact. Sur ce qu'on appelle l'économie de l'usage ou l'économie de la fonctionnalité, donc qui heu, pour principe privilégie l'usage à la possession, donc la location d'un bien, ça peut s'avérer vertueux sur principalement là les cartouches d'encre, qui c'est pas en soi la location de la cartouche d'encre, mais bien évidemment vous vous offrirez un service avec des solutions d'entretien et de reprise de cartouches d'encre. Je passe également sur l'écologie industrielle et territoriale qui là est relativement peu pertinente dans ce marché. Sur la question du comportement du consommateur. En réalité, sur la consommation énergétique, bon, bah là, on va voir qu'en effet, la question ne se pose pas particulièrement sur ce marché. On va essayer d'avoir une maintenance préventive qui tient compte de l'entreposage des fournitures afin qu'elles ne se détériorent pas plus rapidement que la normale. Ça peut jouer notamment dans le cas du plastique. Sur la réparation du produit et du bien, là encore, c'est pas forcément très pertinent. Par contre, sur les possibilités de réemploi du produit, on va, encore une fois, essayer de réemployer les équipements qui sont réemployables ou qui, peuvent être encore utilisés, à travers, des solutions, internes et externes et notamment, comme je l'ai déjà dit, donc il y a plusieurs redites, hein, parfois, mais c'est important pour respecter chaque étape. On va pouvoir, essayer de réutiliser les cartouches d'encre et de toner, notamment. Sur la partie gestion, des déchets, donc
encore une fois, il faut prévoir des solutions de réutilisation. On peut essayer de contacter, par exemple, des ressourceries ou des acteurs de la seconde main qui, parfois, sauront faire quelque chose de ces fournitures, et on va peut-être aussi essayer de regarder en interne, s'il y a des besoins, pour votre structure, interne. Sur la question du recyclage, bon, beh, bien évidemment, c'est quelque chose d'assez important puisque, vous allez, pouvoir, alors là, bon, encore une fois, cette grille, elle s'adresse à la fois aux acheteurs publics, mais aussi aux directions, opérationnelles. C'est important, pour permettre un bon recyclage du, produit, de mettre en place un système de tri, efficace, visible et compréhensible par toutes et tous, et de choisir les bons réceptacles, les bons emplacements et de communiquer, dessus. Pour vous aider là-dessus, il y a des services de recyclage, clés en main, qui, fournissent, voilà, conseils, qui mettent à disposition des bacs, des outils, et qui gèrent, la collecte, et qui permettent une solution, simple pour, améliorer le tri dans le bureau. Donc, elles existent à la fois à l'échelle nationale et locale. Je vous laisse, aller, regarder par vous-même. Vous avez Recygo, les Joyeux Recycleurs, et cetera. Et sur la valorisation énergétique du produit, bien évidemment, là, c'est quelque chose qu'on va, déconseiller puisque, c'est la solution, la moins vertueuse, hein, à la fois en émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie. Heu, mais si, vous devez faire ça, faites appel à un éco-organisme, notamment, à Ecofolio, pour le papier. Et sur la possibilité de don, là, on est sur quelque chose, de peu pertinent pour les fournitures. Voilà, un peu pour cette partie économie circulaire. Je laisse la parole à Eva pour la partie achat solidaire. Merci beaucoup Hugo. Alors, sur, cette partie, économie sociale et solidaire, heu, alors à première vue, déjà un point d'attention qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a parlé beaucoup de fournitures, alors de fournitures de bureaux. Donc les marchés de fournitures, c'est globalement pas les marchés les plus, propices, spécifiquement sur ce segment d'achat de fournitures pour l'économie sociale et solidaire puisque, il y a peu de main-d'œuvre, associée. Hem, pour autant, ça reste un segment qui est, très favorable à l'ESS. On retrouve beaucoup de structures. Et un autre point d'attention que je voulais, mettre en évidence, d'expérience, il y a eu beaucoup d'arnaques, il y a quelques années sur ces sujets, de fourniture de bureaux avec, des entreprises qui faisaient, du démarchage, commercial, assez, agressif, du démarchage téléphonique en se faisant passer pour des ESAT, et qui, vendaient des fournitures de bureaux à des prix, exorbitants évidemment et qui n'étaient, pas du secteur, protégé et adapté. Donc petit point de vigilance, je ne saurais pas vous dire si aujourd'hui c'est toujours le cas, mais voilà, c'est deux éléments un petit peu, à avoir en tête avant de voilà, c'est toujours le cas, on me le dit dans le chat, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Pour autant, dans le secteur du handicap, on retrouve quand même beaucoup de structures, de l'ESS, qui, travaillent sur ce secteur-là de la fourniture de bureaux. C'est même, le type de structure de l'ESS qui est vraiment, dominant, sur ce secteur-là. Ils vont agir sur, la chaîne de valeur à différents niveaux. Le premier ça va être les activités un petit peu connexes, donc tout ce qui est logistique avec la préparation de commandes, le conditionnement, l'expédition. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut avoir en tête. Et puis sur la vente de fournitures de bureau en tant que telle, on va retrouver, de la vente de ramettes, des blocs-notes, des notes à coller, des classeurs, des articles de bureau, donc vraiment une large gamme de produits, disponibles auprès du secteur, protégé, et adapté. Certains sont fabriqués en propre, d'autres sont issus de la revente et ce qui est important à noter et je sais que c'est un point, d'attention qu'il faut avoir, selon les volumes, c'est que globalement, on peut trouver des structures de l'ESS et du secteur du handicap qui ont des capacités assez importantes pour adresser les besoins, de collectivités ou d'entreprises. Évidemment, je mets toujours un petit, point d'alerte sur le fait qu'il faut, corréler, ces informations avec un sourcing approfondi pour, s'assurer que les fournisseurs sont en capacité de répondre, aux besoins.
Et puis, le troisième point sur lequel on va retrouver l'ESS et particulièrement le secteur du handicap, ça va être sur tout ce qui est fourniture de bureaux personnalisés. Donc s'il y a des besoins, voilà, de flocage, de personnalisation, de sérigraphie, c'est évidemment un point sur lequel l'ESS est compétente. On va retrouver également des associations plutôt sur les sujets de fin de vie, comme souvent, donc sur tout ce qui est collecte et don de fournitures de bureaux. On retrouve aussi quelques coopératives sur la fourniture, même si c'est plus rare. Et puis, les structures de l'insertion par l'activité économique vont être un petit peu moins représentées sur le territoire, quand bien même on peut en trouver quelques-unes. J'en ai mis une notamment dans les acteurs mobilisables que je connais. On aura évidemment un webinaire un peu plus détaillé sur les retours d'expérience et les portraits d'acteurs de l'ESS, mais je peux vous citer quand même quelques structures. Alors, Handicado, qui en tant que tel n'est pas une structure de l'ESS, mais qui a recours en fait à beaucoup d'ESAT pour tout ce qui est fabrication et ou conditionnement des fournitures qu'ils vendent. C'est une boutique qui se dit boutique solidaire. On va retrouver en entreprise d'insertion e-bureau. Et puis enfin, on aura une coopérative d'achat de papeterie qui est Codipa. Voilà, ce sont des acteurs qu'on retrouvera un peu plus détaillés dans 3 semaines dans notre prochain webinaire. Hugo, je veux bien qu'on repasse sur le PowerPoint. Alors en termes de technique d'achat solidaire, comme je vous le précisais, on est sur un segment d'achat qui implique assez peu de main-d'œuvre, donc la clause sociale, elle peut être intégrée dans vos marchés, mais plutôt sur des prestations connexes. Donc voilà, tout ce qui va toucher à la logistique, le conditionnement, la livraison, ce genre de choses. C'est important peut-être de l'intégrer aussi dans votre allotissement, si c'est possible de distinguer ces prestations-là, d'avoir des éléments qui soient séparés, ou si c'est pas le cas, en tout cas, de voilà, mettre une clause sociale qui soit suffisamment importante pour que les candidats à votre marché aient recours à des acteurs du handicap sur des prestations qui existent, auxquelles ces acteurs peuvent répondre, au-delà de la fourniture simple. Sur ce segment de la fourniture en tant que tel, les marchés réservés vont évidemment être possibles. Comme je vous le disais, le secteur du handicap est compétent et en capacité de répondre à ces volumes-là. Donc il faudra faire une réservation au seul secteur du handicap, puisque vous devez le savoir, depuis la loi ASAP de 2020, les acheteurs publics ont la possibilité de réserver un marché à la fois au handicap et à l'insertion. Là, pour le coup, comme je vous le disais, les SIAE sont un peu sous-représentés sur ce segment-là. Donc la réservation de marché sera sur le seul secteur du handicap. Encore une fois, le sourcing est indispensable. C'est toujours le cas quand on adresse des sujets auprès de l'économie sociale et solidaire. Il faut prendre contact avec eux, il faut savoir ce qu'ils sont en capacité de faire. C'est des acteurs qui sont très adaptables et qui peuvent répondre à des besoins vraiment divers et variés. En matière d'allotissement, encore une fois, l'allotissement doit toujours se faire, à mon sens, sur la base du résultat du sourcing, sur les capacités qu'ils ont à répondre à des volumes plus ou moins importants. Donc l'allotissement peut se faire aussi par, par volume à adresser, par typologie de fourniture de bureau à fournir. Donc voilà, le sourcing va toujours être indispensable dans ces cas-là. Pour ce qui est, les marchés dont l'objet est l'insertion, vous l'avez compris, c'est assez peu recommandé, puisque, non seulement il y a peu de main-d'œuvre associée, à ces marchés-là, c'est très technique et juridiquement assez, encadré, et puis les SIAE sont, peu présentes, sur ce segment d'achat. Enfin, en termes de critères de sélection des offres, si on intègre une clause sociale d'insertion, c'est toujours, une bonne pratique d'intégrer un cadre de mémoire sociale pour pouvoir évaluer la démarche d'insertion. On peut mettre une clause sociale, et en fait, voilà, finalement, le prestataire, acceptera plutôt de payer des pénalités plutôt que de valoriser la démarche d'insertion. Donc dès la réponse, c'est bien de pouvoir, avoir un maximum de détails sur les solutions retenues sur cet aspect-là de l'insertion sociale.
Voilà en matière de technique d'achat solidaire. On ne t'entend pas, Hugo, ton micro est coupé. Hop, petite manœuvre, excusez-moi. Tout le monde m'entend bien, c'est bon. Donc oui, en résumé, très rapidement, je reprends la main pour cette slide. Pour vous résumer un petit peu tout ce qui vient d'être dit, notamment sur la partie méthodologie, sur l'offre des acteurs économiques. Il va falloir axer ces exigences sur des fournitures qui vont être recyclées, recyclables, biosourcées et durables. Il faudra aussi également être attentif au suremballage, que ce soit dans la logistique ou dans le conditionnement du produit. Et enfin, on va essayer de favoriser le réemploi pour passer à des fournitures qui vont être adaptées bien évidemment au format rechargeable. Dans la partie demande et comportement des consommateurs, on va essayer de faire de la sobriété dans l'usage notamment du papier, en encourageant tout simplement la sobriété dans l'utilisation du papier, ce qui se fait déjà beaucoup, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et puis, on va essayer de réduire les références pour ne pas pousser l'utilisateur à multiplier les demandes et les commandes superficielles. Enfin, sur la gestion des déchets, on va renforcer le geste de tri et mettre en place des systèmes de tri dans les bureaux et communiquer auprès des utilisateurs. Eva, tu veux peut-être faire juste la toute fin sur l'achat solidaire, peut-être? Oui, très rapidement, sans trop me répéter, les points à retenir, c'est que c'est le secteur du handicap qui est dominant sur ce segment d'achat-là. Et puis en matière de techniques d'achat et de leviers à activer pour, rendre votre achat plus solidaire, les clauses sociales vont être possibles sur les, prestations connexes. Sinon, un marché réservé est possible au regard des résultats du sourcing. Voilà un petit peu pour cette partie méthodologie. Eva, je te laisse peut-être présenter la suite un peu du programme. Tout à fait. On retrouve notre module conseil minute qui est toujours, accessible aux adhérents de l'INEC, de l'OPSAR, et aux communes et territoires de la métropole. Vous avez un lien, qui est disponible, pour réserver un créneau de 30 minutes entre 10 h et 11 h tous les vendredis, selon mes disponibilités. Et on peut adresser dans cette demi-heure, des questions et des problématiques très spécifiques. N'hésitez pas, au moment où vous vous inscrivez, à me donner, quelques éléments de contexte pour que je puisse, creuser le sujet peut-être en amont de notre rendez-vous. Sinon, on le fera, ensemble, à ce moment-là et je vous ferai un retour un peu plus, complet par mail. L'idée, c'est de pouvoir, vraiment, répondre à des questions très précises, sur un laps de temps de 30 minutes. Si c'est un accompagnement un peu plus poussé, qui est demandé, on va pouvoir, basculer peut-être sur la formule, groupe de travail. Alors, les premiers groupes de travail qui ont été, Hugo, je ne sais pas si on a la slide, oui, voilà. Les premiers groupes de travail, sont sur inscription. Vous l'avez présenté lors de notre webinaire de lancement du programme achat, 2023. Les inscriptions sont aujourd'hui, clôturées, donc pour le premier semestre, on ne pourra plus intégrer, de nouveaux participants, mais on aura une prochaine session de 2 groupes de travail pour travailler sur un marché, pré-identifié. On enverra, le formulaire, le questionnaire d'inscription, en temps voulu. Je n'ai plus forcément les dates en tête, mais il me semble que c'est à partir, d'octobre. On doit avoir fixé une date en octobre et en décembre, quelque chose comme ça. Donc voilà, si ça correspond à une temporalité, d'un lancement de vos marchés sur lequel vous voulez travailler les aspects, d'économie circulaire et d'économie sociale et solidaire, n'hésitez pas, à nous faire signe. On verra ce qu'on peut faire, pour vous intégrer à ces groupes de travail sur le deuxième semestre 2023. En termes de prochaines, dates à noter dans vos calendriers, le 21 mars,
On aura donc le premier groupe de travail, comme je vous le disais, les inscriptions sont clôturées, mais sait-on jamais si on a, voilà, une demande un petit peu en dernière minute ou des désistements, c'est possible éventuellement de vous y intégrer. À prendre en compte qu'il faut être disponible à la fois le 21 mars et le 23 mai. C'est des groupes de travail, en 2 temps, pour avoir un accompagnement vraiment, de bout en bout, sur toute la durée de vie de votre marché. Donc il faut être disponible aux 2 sessions pour pouvoir participer. Hem Et puis, en termes de prochains webinaires, on aura, comme je le précisais tout à l'heure, le webinaire sur les retours d'expérience et présentation de portraits d'acteurs sur les fournitures de bureaux, le 28 mars. Voilà. Merci à toutes et à tous.